Oui, merci. Bonjour à tous. Merci d'être là, des potrons minés, d'être tous présents. En premier lieu, je voudrais remercier l'AMCEP qui nous a aidés dans cette étude en mettant à disposition les données qui sont les siennes, qui nous ont permis d'avoir l'accès à un certain nombre d'informations qui étaient absolument vitales pour la conduite de cette étude. Et puis merci aussi de nous laisser l'opportunité ici d'en faire une présentation, qui est d'ailleurs une présentation de consultation, puisque l'objet de cette présentation, c'est principalement que vous puissiez, à l'issue de celle-ci, vous, directeurs généraux des services publics d'emploi, nous faire un retour, parce qu'on va présenter dans le cadre de cette étude un certain nombre de comparaisons entre vous, et donc il est important que s'il y a des manques, vous puissiez les combler. Et vous pouvez aussi évidemment contester un certain nombre d'affirmations, d'assertions, d'analyses que nous faisons. C'est aussi ça l'objet de la consultation par cette présentation. Deuxième chose, je voudrais adresser mes remerciements à Jean-Pierre Alix, parce que on a travaillé ensemble, Jean-Pierre, mais franchement, si ça n'avait pas été toi, et s'il n'y avait pas eu la relation qu'on a de confiance et d'amitié, aucun consultant n'aurait fait preuve d'une telle disponibilité. Parce que sincèrement, quand je me suis lancé dans cette étude, et c'est à la suite d'une demande qui avait été exprimée ici, dans un atelier de l'ACEP, enfin ici à ACEP, mais à Libreville, je dois dire que c'était un engagement de ma part qui était un peu audacieux, parce que je n'ai pas beaucoup de disponibilité pour me mettre au bureau et écrire comme j'ai pu le faire dans le passé. Parce que c'est un exercice particulier qui est très distinct de la gestion de projets avec tous ces aspects logistiques. Donc, si ça n'avait pas été Jean-Pierre pour m'assister dans cette affaire, franchement, je crois que je ne m'en serais pas sorti. Donc, il faut lui reconnaître tout le mérite d'avoir pu aboutir là où nous en sommes, même si c'est encore un travail qui n'est pas totalement achevé. Hein. Donc, cette étude porte sur les activités, enjeux et défis des SPE en Afrique francophone, et elle a deux aspects conjoints. Le premier, c'est que on a des considérations générales sur la place, le rôle, l'évolution des services publics d'emploi dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone. Et le deuxième aspect, c'est évidemment qu'on fait des comparaisons entre ces différents pays. On les fait parfois à minima, faute d'information. On les fait aussi parfois en creux, c'est-à-dire que on met en exergue un certain nombre de réussites dans un certain nombre de pays pour un certain nombre de SPE. Évidemment, ceux qui ne sont pas cités sont des pays qui n'ont pas les mêmes réalisations. Donc c'est aussi pour ça que j'insiste sur le fait que, à la suite de cette présentation, vous nous fassiez un retour du document qui vous sera adressé, qui vous sera remis sous clé USB à l'issue de cette présentation. Donc les données, je l'ai déjà dit pour partie, les documents sur lesquels on s'est appuyé, c'est les enquêtes mondiales de l'AMCET, un questionnaire qui a été adressé par le BIT en avril 2013. Vous voyez qu'on a quand même pris du temps, et probablement trop de temps, mais c'est lié aussi à ma disponibilité, je dois dire, et aussi au fait qu'on n'avait pas les retours d'information. Il y a eu la contribution des SPE aux ateliers régionaux, les contenus des sites web quand on peut y accéder et quand ils sont alimentés en informations, toute une série de documents internes propres au SPE, et puis il y a enfin un rapport de mission et d'études. Ce qu'on a observé, c'est évidemment, on le savait, hein, il y a peu de publications sur les activités de SPE, publications internes ou externes d'ailleurs. On a un problème de données, c'est récurrent, hein, on le dit à chaque fois dans l'ensemble de nos ateliers. On a mis en place des procédures internes avec les SPE pour les échanges d'informations qui ont fonctionné avec certains, qui ont moins bien fonctionné avec d'autres.
notamment avec des délais de réponse au questionnaire qui étaient parfois un peu longs et qu'il a fallu relancer à chaque fois. Donc tout ça demande aussi du temps, a demandé du temps. Alors, sur l'étude elle-même, après ce préambule, on passe en revue le contexte économique social. Je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est pas l'objet même de l'étude. Mais en revanche, on peut pas comprendre les activités qui sont celles des SPE, au regard des missions qui sont les leurs, sans passer par le détour de l'analyse du contexte économique et social. On fait aussi un bref historique des SPE, c'est-à-dire on voit comment leur mission a évolué au cours du temps en relation avec l'évolution des interventions publiques en matière d'emploi et plus singulièrement en matière de politique du marché du travail. Ensuite, on entre dans le dur, si je puis dire, dans le contenu. Alors, on passe en revue l'analyse des services rendus par les services publics d'emploi. Alors ça, c'est un point important. Vous verrez, Jean-Pierre va en faire la présentation tout à l'heure. Au-delà de la présentation succincte qu'on va faire, je vous invite à la lire parce que je pense qu'il y a des éléments d'analyse assez fins sur les services. Je le dis d'autant plus que c'est très largement écrit par Jean-Pierre, qui est un spécialiste du domaine, qui connaît bien le fonctionnement interne des services publics de l'emploi. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'avais souhaité qu'il puisse collaborer à cette étude. Et donc, ce sera vos retours par rapport à ça, nous seront très utiles. On examine le deuxième aspect. Alors, sur les prestations de services, quand on a les 4 fonctions, on est sur le volet intermédiation, pour faire simple. La deuxième fonction d'un service de l'emploi, c'est la fourniture d'informations du marché du travail. Et là aussi, donc, on procède à un certain nombre d'analyses. Et ensuite, les services publics d'emploi ont une fonction de gestion d'un certain nombre de mesures d'insertion dans l'emploi. Et nous procédons à l'analyse des mesures gérées par les différents SPE. Il n'y a pas la 4e fonction, c'est l'indemnisation du chômage qui est quasiment inexistante, donc on laisse de côté. Et puis on passe également en revue les moyens dont vous disposez pour réaliser les missions qui sont les vôtres. Et vous verrez, on a un certain nombre d'informations, sans doute insuffisantes, mais qui permettent d'apporter des éclairages, je crois, assez intéressants pour vous par rapport à là où vous vous situez individuellement chaque SPE par rapport aux autres services publics d'emploi de la région. Et ensuite, on fait un certain nombre de recommandations qui sont des recommandations générales. On ne procède pas à des recommandations par service public d'emploi individuelles, parce que de toute façon, ce serait extrêmement compliqué, difficile. Et puis, une étude comparative sur combien on a 15 pays maintenant, 14, 15. 14, oui. Donc c'est un peu une gageure de faire un truc comme ça. Donc voilà. Alors, sur le contexte économique et social, pour aller très vite, vous connaissez ce contexte parfaitement. D'abord, il y a une grande variété de territoires entre la République démocratique du Congo, par exemple, et le Burkina ou le Bénin ou le Togo. On a des territoires qui ne sont pas les mêmes du tout, et les enjeux pour le service de l'emploi ne sont pas de même nature, évidemment, parce que couvrir un pays comme la République démocratique du Congo ou couvrir le Bénin, c'est pas la même chose en termes de capacité d'intervention, de services de proximité auprès des demandeurs d'emploi et des entreprises. Vous le savez également, c'est une prédominance du secteur informel. On dit généralement que le secteur informel, l'économie informelle représente entre 70, 80, 90% des emplois. C'est aussi pour vous une difficulté particulière, non pas tant vis-à-vis d'ailleurs des demandeurs d'emploi qui viennent vous voir, qu'ils soient du secteur formel, informel, qui soient à la recherche d'un nouveau travail, c'est pas un problème. En revanche, c'est un problème dans votre capacité à toucher les entreprises de ce secteur informel.
Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on examine. Alors des indices de développement humain qui s'améliorent, certes, mais qui restent très bas. Vous trouverez des éléments d'information chiffrés dans le cadre de l'étude. Et puis vous avez une situation de l'emploi que ici on passe à grand trait, hein, c'est plus détaillé évidemment dans le document, avec des éléments de comparaison. Population active jeune, très forte participation au marché du travail, les taux d'emploi, hein, c'est-à-dire le ratio de la population en âge de travailler qui est dans l'emploi sont extrêmement élevés. Une main-d'œuvre qui est largement agricole, rurale plutôt d'ailleurs qu'agricole, un chômage urbain, principalement urbain, et pour le reste, on est plutôt dans du sous-emploi, et un sous-emploi qui est massif. Et je te passe la parole là, peut-être, Jean-Pierre, sur l'émergence de l'emploi dans les politiques nationales. Donc j'ai fait très vite sur la partie emploi, vous trouvez les détails dedans. Voilà, voilà. Bon, tout d'abord, bonjour. Je suppose que au cours de ces 2 jours, vous avez pu relever toute la satisfaction que j'avais de vous retrouver, de retrouver mes amis DG. Et il est vrai que si le travail sur cette étude est quelquefois compliqué, il a surtout le grand avantage de me permettre de conserver le lien avec vous. Bien. Donc, cette deuxième section de l'étude porte donc, disons, sur l'évolution. Et je me suis notamment nourri de plusieurs publications dans ce domaine, et notamment celle de Camille Mouty. Alors quand on jette un œil sur l'évolution des SPE, bon, on s'aperçoit, et ça c'est très net, que l'intérêt croissant que portent maintenant les gouvernements sur les questions d'emploi. Bon, vous qui êtes des spécialistes, je ne vais pas vous détailler les raisons, notamment les dégâts qu'ont fait les politiques structurelles et le fait que progressivement et enfin on a fini par comprendre que l'emploi n'était pas la conséquence de quelque chose mais le levier pour le développement. Alors, on cite là 2 événements principaux, mais il y en a beaucoup d'autres, mais il est vrai que depuis le sommet extraordinaire de Ouagadougou, les choses ont énormément évolué. On aborde aussi les questions, alors, de la façon dont se sont comportés, comment ont réagi les services publics de l'emploi dans ce contexte. Et on fait apparaître principalement, pour moi, 2 grandes choses. D'abord les années 80, avec les problèmes de montée et de croissance du chômage, où les services publics de l'emploi, j'allais dire, à l'échelle mondiale, ont dû se remettre en cause et ont été remis en cause par rapport à leur efficacité et leurs résultats. Et l'Afrique, bien entendu, de ce point de vue-là, n'a pas été épargnée. Deuxième trait de cette évolution, ça apparaît plutôt dans les années 90 et 2000, et c'est lié aussi, ça coïncide aussi avec la mise en place de l'AMCEP, l'ACEP, etc. Les dirigeants des services publics de l'emploi se sont interrogés et ont réagi par rapport à la crise. C'est notamment comme ça qu'ils se sont regroupés en associations, ont échangé des idées, des pratiques, etc. Tout le monde sait bien que on ne progresse que quand ça résiste. Et effectivement, il y avait de la résistance, et là-dessus, les services publics de l'emploi, et particulièrement ceux d'Afrique, se sont mobilisés pour voir comment faire face à ces situations. Et puis, vous verrez qu'on aborde dans ce chapitre quelque chose d'important, de fondamental, qui est l'éclosion du partenariat. Et l'enquête qui a été menée par l'AMCEP en 2013 et publiée en 2014, dans les réponses que vous avez faites, vous, les responsables des services publics de l'emploi, on s'aperçoit que l'Afrique est une des régions du monde où le partenariat c'est le plus développé. Hier, d'ailleurs, on a eu de très nombreux exemples, notamment
celui de la Cité des métiers de Lomé, puisque c'était ce qu'on voyait hier, mais il y a énormément. Il y a toute une foison de conventions, il y a manifestement une ouverture des services publics de l'emploi vers l'extérieur, chose qui n'était pas le cas dans les années précédentes, dans les décennies précédentes, où on était plutôt dans une position de forteresse, je disais, avec le fameux monopole. On aborde ensuite, c'est moi qui fais cette section, ouais. On aborde ensuite, donc, dans une autre section, l'évolution des prestations, la gamme de prestations. On l'a intitulé, mais c'est peut-être pas définitif, la relation client, fil conducteur, la modernisation des activités d'intermédiation. Qu'est-ce qu'on se constate? Je vais très vite là-dessus, parce que vous le connaissez bien, mais il fallait le dire. Donc on aborde les questions de mise en relation entre employeurs et demandeurs, les services d'accompagnement, comment vous accompagnez à la fois les demandeurs d'emploi salariés, mais aussi les créateurs d'entreprises, la question des enjeux de l'information sur le marché du travail, c'est le thème, vis-à-vis des clients, et l'orientation. Oh, alors je ne sais pas ce qui se passe là. Je suis allé un peu vite, quand vous... Voilà. Alors on reprend. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Une offre de service encore largement de proximité avec des améliorations qualitatives, mais des moyens limités. Les procédures d'enregistrement, encore aujourd'hui, sont essentiellement manuelles, c'est-à-dire ça se fait sous forme de fiches, avec, on note maintenant, un recours aux outils électroniques d'aide à l'entretien. Alors, on en cite quelques-uns. Le ROAM, Edmond nous a dit hier que c'était pas simple, mais disons que plusieurs pays ont travaillé dessus. Accueil emploi, qu'on trouve par exemple au Bénin, au Burkina, au Cameroun et au Mali. D'autres et au Sénégal aussi pour accueil emploi. D'autres pays travaillent plutôt sur des outils de type Access, c'est ce qu'on a vu au Gabon, mais aussi au Sénégal, qui est travaillé sur les deux. Et puis on a par exemple le système d'information NPE Togo, mais bien entendu il y en a beaucoup d'autres. Je les ai pas mis tous là sur cette diapo. Deuxième chose aussi qui est très nette, un renforcement du lien avec les entreprises. Mise en place d'outils de planification et de suivi de la prospection. Et aussi, ce que je disais tout à l'heure, développement des partenariats avec les entreprises dans la plupart des pays. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement visible. Des services d'accompagnement vers l'emploi salarié s'appuyant principalement sur des prestations collectives. Vous savez que l'approche peut être à la fois individuelle et collective, et c'est lié, notamment et principalement aux moyens réduits que vous avez pour exercer vos missions. On a des réalisations à majorité collective. Alors, voilà quelques données que j'ai pu recueillir de réalisations au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger, Centrafrique, Togo. Alors, elles sont pas tout à fait comparables parce qu'elles ne portent pas sur les mêmes personnes. J'en profite pour vous dire que il vous suffit de nous envoyer vos réalisations, combien vous en avez fait et sur quelle période, et ce sera intégré dans l'étude sans difficulté. J'en profite pour vous dire que de ce point de vue-là, on avait quelques difficultés à trouver des données chiffrées. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Oui. Oui, non, sur l'importance des données de ce type, c'est ce qui eût été bien dans l'étude, mais on n'a pas été capable de le faire, c'est de rapporter vos activités, qu'il s'agisse des services d'accompagnement, mais qu'il s'agisse aussi des politiques actives que vous gérez, de rapprocher ces données à la population active de vos pays, pour voir quelle est la capacité de pénétration que vous avez sur le marché du travail. Mais et c'est par exemple des travaux que j'avais fait dans des pays Algérie, Maroc, Tunisie, quand j'avais travaillé sur l'intermédiation sur le marché du travail. Et ça, c'est des éléments d'analyse qui sont très éclairants. Mais là, malheureusement,
on a des données parcellaires qui ne permettent pas de le faire. Donc effectivement, si vous nous donnez les informations là-dessus, on pourra compléter ça et ça vous sera très utile parce que cette utile, elle vous est destinée et elle est destinée à éclairer les travaux que vous menez et les éclairer comparativement à ceux des autres pays. Elle est pour vous, elle est pas pour nous. Hein. Donc c'est important. Ce sont pour vous des arguments, ça. Hein, quand on fait un rapport entre les populations auxquelles vous avez à prendre en charge et les réalisations, les moyens que vous avez pour le faire, nous répondre, c'est un argument. La grande majorité des SPE offrent des services d'accompagnement vers l'auto-emploi. C'est aussi une autre caractéristique. Hein. Vous êtes très mobilisés sur l'auto-emploi, généralement sous forme de prestations collectives. Vous avez aussi la mise en place de locaux spécialement dédiés à la création d'emplois. Bon, il y a le centre d'information pour l'entrepreneuriat des jeunes au Cameroun, l'espace entreprise qui a été mis en place avec l'aide de la coopération française en Centrafrique. Je viens d'apprendre aussi que l'ANEFIP a un espace entreprise. Voilà, donc on cite toutes ces différentes expériences que vous mettez en place. Alors, deuxième aspect qu'on voit, là on a travaillé sur l'offre de services de proximité, ce qui se fait dans les agences, et ensuite nous abordons la généralisation de l'offre de services à distance. Vous proposez, hein, vous mettez de l'information dans les ordinateurs et vous mettez de l'information en ligne. Alors, dans le tableau que vous avez fait là, que je vous présente là, nous avons fait une analyse de contenu des informations qui sont accessibles en ligne sur vos portails électroniques quand vous en avez, hein, puisque tous les pays n'en ont pas, mais maintenant une grande partie, c'est quelque chose qui se généralise. Hein, et donc on a passé en revue ces différents contenus. Ce tableau, moi personnellement, je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il permet d'avoir une vision globale de ce que vous mettez sur vos sites. Et vous verrez que les uns et les autres, vous ne mettez pas la même chose. Et je me disais que vous pouvez très bien, ça peut être très pratique pour l'échange d'expériences. Une caractéristique aussi sur lesquelles on peut s'interroger, on a essayé de comprendre si vos sites étaient tournés vers le public. Là, je pense à ce que vous nous avez présenté hier. Est-ce que vous êtes dans une orientation client sur vos sites? Est-ce que vous mettez de l'information pour vos clients? Par exemple, les adresses des agences et de vos implantations, ou est-ce que vous mettez plutôt une information auto-centrée, c'est-à-dire vous dites qui vous êtes et ce que vous faites, mais vous ne dites pas à vos clients ce que vous leur proposez. Hein, donc je vous envoie une réflexion là-dessus, hein, ça peut être intéressant. Et puis, on a un second niveau qui sont les services interactifs en ligne, c'est-à-dire est-ce que je peux me préinscrire, est-ce que j'ai des offres d'emploi, est-ce que je peux ouvrir un compte, etc. Hein, là aussi, il y a des choses qui sont plus ou moins élaborées dans ce domaine. Est-ce que je peux envoyer des CV, hein, etc. Nous avons aussi regardé, alors on a essayé de faire l'analyse la plus proche possible, donc elle est datée du 15 septembre. On a compté les offres d'emploi qui sont sur vos sites quand vous en publiez. Alors, vous voyez qu'il y a des différences assez importantes entre les pays. Les pays qui diffusent plus de 100 offres d'emploi, ça ne veut pas dire que toutes les offres sont à jour. Vous avez certains pays qui publient des offres d'emploi qui ont plus de 2 ans. Et donc, c'est de toute évidence, cette information-là n'est pas opérationnelle. Section 4, c'est vous, monsieur Barbier, ou c'est moi? C'est vous? Vas-y, Jean. Oui. Donc là, on est sur une mission qui est traditionnellement, je l'ai déjà dit d'ailleurs, attribuée au SPE et qui est complètement liée à sa mission d'intermédiation sur le marché du travail. On a une demande d'information qui s'accroît, donc que s'agisse des partenaires institutionnels du SPE, c'est-à-dire les ministères de l'emploi auxquels ils sont rattachés, qu'il s'agisse des partenaires sociaux, employeurs et organisations de travailleurs,
Et puis vous avez évidemment une demande accrue des employeurs sur les besoins de recrutement sur la main-d'œuvre disponible, et des demandeurs d'emploi et des usagers sur le besoin de recrutement des entreprises et les postes qui sont susceptibles de se dégager à horizon immédiatement, mais aussi à horizon de moyen terme. Et puis vous avez enfin tout un tas d'autres intervenants sur le marché du travail. Et donc la réponse institutionnelle s'appuie très largement dans la région, et c'est d'ailleurs conforme aux orientations de l'UMOA, pour ce qui concerne les pays de l'UMOA, sur le développement d'observatoires de l'emploi. Alors avec des situations qui sont variables d'un pays à l'autre, mais qu'on a essayé de catégoriser, même si il y a des nuances au sein de ces catégories sur la situation des différents pays. Donc on a des observatoires qui fonctionnent au sein des services publics de l'emploi. C'est le cas du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, Guinée, Mauritanie, Centrafrique. Et quand je parle de situations différentes, c'est-à-dire parfois ils ont un statut de département au sein du service public de l'emploi. Parfois c'est une direction générale, parfois c'est un service d'une direction générale. Ça évidemment induit un certain nombre de choses sur le fonctionnement du service de l'observatoire, selon en ce qui concerne les moyens, la gestion des moyens financiers qu'il a et sa capacité à diffuser des informations. J'en profite aussi pour dire une chose, c'est que les observatoires, ou à rappeler quelque chose, mais la plupart d'entre vous évidemment savez ça très bien, les observatoires n'ont pas vocation à produire des données. Ils peuvent produire des données secondaires, mais ce ne sont pas des instituts de statistiques. Leur fonction, c'est de produire des études, de l'analyse, afin d'éclairer les décideurs et leur clientèle, demandeurs d'emploi et employeurs. On a des cas particuliers d'évolution vers des observatoires d'emploi indépendants. C'est le cas du Mali. Alors le Mali a fait des allers-retours en ce qui concerne ces situations. Le Mali, par exemple, a été à un moment donné avait une fonction, il était rattaché au service public de l'emploi, mais il avait une autonomie de gestion. Ensuite, il est devenu département du SPE. Il a perdu beaucoup de cette autonomie et ses prestations ont été de moindre qualité en ce qui concerne notamment les documents produits et la régularité de leur production. De nouveau, il va aller vers un statut différent qui devrait être celui d'un observatoire indépendant. Le Togo, lui, est pour l'instant rattaché au SPE, mais avec une intention très nettement affirmée et régulièrement répétée par son directeur général de lui donner une situation indépendante, sous forme probablement, j'imagine, d'établissements publics à caractère administratif. On a des situations de concurrence qui sont aussi liées à l'histoire, c'est-à-dire par exemple au Togo, lorsque le ministère de l'Emploi a été créé, on a créé également un observatoire de l'emploi et de la formation professionnelle. Or, le FNE, de longue tradition, avait aussi le Cameroun, avait aussi était aussi producteur d'informations, et donc là on a une situation de concurrence au sein au Cameroun entre ce qui est produit en termes d'information par le service public de l'emploi et ce qui est produit par l'observatoire de l'emploi et de la formation professionnelle. Cela dit, les observatoires ont aussi des situations qui peuvent être différentes en termes de nature de prestations qu'ils fournissent. C'est-à-dire que si on a des observatoires qui sont des observatoires d'emploi et de formation professionnelle de manière générale, on peut très bien avoir au sein du SPE une cellule
qui produit de l'information pour ce qui concerne le SPE. Et cette cellule alimente aussi les analyses plus générales menées par un observatoire qui lui est extérieur. Et on a un observatoire autonome disposant du soutien du SPE au Burkina Faso dans la situation d'aujourd'hui. Et on n'a pas d'observatoire de l'emploi au Congo, en RDC, au Tchad. C'est pas nécessairement une chose négative. C'est pas le fait d'avoir un observatoire d'abord ne garantit pas qu'on produise des analyses régulières et pertinentes. Et deuxièmement, on peut ne pas avoir d'observatoire et quand même produire des analyses intéressantes pour les partenaires du SPE, pour ses usagers ou clients que sont les demandeurs d'emploi et les entreprises. Donc il n'y a pas de modèle d'organisation. Simplement, ce qui est important, c'est que le choix fait d'organisation permette de produire efficacement les études et les analyses qui sont attendues des partenaires du SPE et de ses clients. On va entrer maintenant sur une section qui est une section importante, qui est celle qui concerne les mesures actives qui sont gérées par les services publics d'emploi. Ce qu'on observe d'abord, c'est que il y a les variables d'action des SPE liées le niveau d'accroissement de l'emploi salarié est confronté à l'accroissement exponentiel de la demande d'emploi. Vous avez une forte demande d'emploi et en particulier chaque année arrive un grand nombre de demandeurs, primo-demandeurs d'emploi sur le marché du travail et l'emploi salarié, la capacité économique d'entreprises du secteur formel à intégrer cette main-d'œuvre évidemment est en décalage. Et donc on a une offre de services d'intermédiation qui n'est pas toujours adaptée au traitement économique et social des populations les plus défavorisées. Alors les politiques actives du marché du travail dans les pays d'Afrique jouent un rôle qui est de nature très différente de celui qu'elle joue dans les pays industrialisés. En Europe, par exemple, les politiques actives sont des politiques qui sont contracycliques. C'est-à-dire que lorsque la situation du chômage, de l'emploi s'améliore, on va diminuer le volume de ces mesures. Lorsqu'au contraire elles se dégradent, on en augmente le volume. En Afrique, ça joue pas du tout ce rôle-là. On a plutôt des politiques qui sont à la fois des messages, presque des messages d'espérance, adressés par les pouvoirs publics aux catégories les plus défavorisées sur le marché du travail. C'est principalement les jeunes, mais les jeunes occupent une grande partie de la population active, de l'ordre de 70% dans bien des cas. Et puis également à l'opinion publique de manière générale. On s'occupe de vous. On connaît la situation, on s'occupe de vous, on crée un programme. C'est important, il ne faut pas négliger. C'est aussi donner des indications de cette nature, c'est aussi donner de l'espoir, c'est aussi d'une certaine manière faciliter le lien social. C'est important, sauf qu'il y a des risques évidemment de décevoir. Et parfois on déçoit, et quand on déçoit, on voit ce qui peut se produire. Et donc ces mesures ces mesures actives, d'une certaine manière, sont pérennes, mais varient énormément entre elles. C'est-à-dire qu'on a d'abord un nombre très élevé de programmes, notamment sur la formation-insertion et l'auto-emploi. La formation-insertion, adaptation par la formation aux besoins des entreprises, auto-emploi, création par une personne de sa propre entreprise, de son activité professionnelle. On a des CSPE qui sont très engagés dans la promotion de l'emploi indépendant, vous connaissez ça aussi. En revanche, ce qu'on a observé, c'est que la plupart d'entre vous êtes peu impliqués dans les programmes à haute intensité de main-d'œuvre. Or, c'est des programmes qui touchent des populations
défavorisés. Ce qui serait intéressant, je pense, s'il devait y avoir des compléments de votre part là-dessus, c'est de savoir quel rôle vous jouez. Vous pouvez avoir un rôle d'orientation dans ces programmes. C'est-à-dire que vous ne les gérez pas, mais vous orientez la main-d'œuvre, les demandeurs d'emploi, vers tel ou tel programme, et c'est aussi une façon pour vous de vous positionner par rapport à ce type de programme. Et bien sûr, on a, et c'est vraiment un manquement important, un manque de visibilité sur les performances et l'impact de ces mesures. Et c'est un souci pour vous, c'est un souci pour les pouvoirs publics de manière générale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas piloter des mesures et trouver des réponses adaptées si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir mesurer l'impact des mesures que vous êtes en train de mettre en œuvre à un instant T. Donc ça, c'est un sujet d'important et qui renvoie, et qui est très lié d'ailleurs à la question des données. Donc c'est une affaire qu'on a notée évidemment. Donc ici, vous avez c'est pas très visible, mais on a essayé dans ce tableau de faire apparaître les 3 catégories de mesures actives qu'on a retenues. C'est pas quand on regarde les travaux que fait l'OCDE sur les politiques actives, la typologie est un peu différente, mais il nous a semblé qu'ici il y avait 3 grands types de mesures actives, les formations insertion, l'auto-emploi, IMO, et on les a répartis par pays pour ce qui concerne le nombre de mesures. Donc vous trouverez évidemment des éléments de comparaison qui vous intéresseront, et si on fait des erreurs, si on a oublié quelque chose, vous nous le dites de façon à ce qu'on puisse faire les corrections nécessaires. Donc les mesures actives occupent une place particulière dans les activités des SPE, et ce qui est important, me semble-t-il, et je vais citer mon collègue et ami Dramana Hidara, qui me dit toujours, mais les SPE en Afrique n'ont pas un rôle d'intermédiation. C'est un point de vue que je partage pas vraiment ou totalement, mais j'entends bien sa remarque qui dit ils ont une mission de promotion de l'emploi à travers des mesures. Et ça, c'est vrai qu'on voit bien que la mission de placement tend à devenir seconde par rapport aux activités de promotion de l'emploi. Donc c'est une évolution qui est remarquable, même si vous avez des activités, on l'a vu avec les services, qui restent significatives au regard du placement. Alors cette inversion, évidemment, a des conséquences pour le SPE. Alors vous avez une mission de nature régalienne, hein, enfin vous avez une légitimité qui est de nature régalienne en ce qui concerne le placement. C'est votre mission, vous avez été créé pour ça. Les SPE, la raison d'être des SPE, c'est le placement, le rapprochement de l'offre et de la demande d'emploi. Dès lors que vous allez sur la promotion d'emploi, ce qui participe d'une certaine manière aussi de rapprochement de demande d'emploi, la question qui se pose à vous, c'est celle de votre capacité à gérer efficacement ces dispositifs d'insertion dans l'emploi. Dans un environnement qui est plus concurrentiel et avec une forte attente des pouvoirs publics, de vos ministres. On voit d'ailleurs que, sans donner d'exemple particulier, que vous êtes très souvent, disons, confrontés avec vos ministres à des discussions sur vos réalisations qui peuvent aboutir parfois à des situations de démission du directeur général du service public de l'emploi. Forte attente également des clientèles, et c'est-à-dire demandeurs d'emploi et entreprises, et de l'opinion publique de manière générale. Il n'est pas rare que lorsque vous avez des événements sociaux dans un pays, les services publics de l'emploi soient saccagés. On a vu ça en différents pays. On l'a vu par exemple en Tunisie. Le pays n'est pas dans l'étude, mais on l'a vu aussi, je crois, tu me demanderas, en Centrafrique, peut-être Moussa me dira aussi, pour ce qui concerne le Burkina Faso, dans le passé, il me semble que ça a eu lieu également.
Par rapport à ça, on fait un certain nombre et l'analyse. Alors, il y a des analyses, vous verrez, sur les différents pays, votre positionnement, ce que vous avez, les programmes que vous gérez, etc. Donc là aussi, on attend votre retour. Les constats et recommandations, c'est qu'on a des réseaux institutionnels diversifiés et complexes, des méthodes d'évaluation trop succinctes et la question du renforcement de vos capacités, à la fois à gérer les programmes, mais aussi à les évaluer. Donc c'est des capacités d'ordre qualitatif qu'il faut. C'est pas seulement le nombre, c'est aussi la nature des compétences dont vous avez besoin, dont il s'agit ici. Voilà, tu veux faire l'autre partie sur le budget? Oui, donc nous abordons aussi dans une section 6 quelque chose sur lequel vous êtes, je m'en doute, très sensible et très sensibilisé, qui est celui des moyens dont vous disposez pour pouvoir vous acquitter des missions qu'on vous a données. Trois choses, d'ordre général. Autonomie des gestions financières et rôle des partenaires sociaux. On le voit aussi dans la partie historique. On est passé, mais ça vous le savez bien. Je crois que nous l'avions d'ailleurs abordé lors d'un atelier. Les SPE maintenant sont pour la plupart dans des situations qu'on appelle d'autonomie financière et donc ont des capacités d'autonomie de gestion. Un autre trait, ce n'est pas le cas de tous les pays, mais pour un certain nombre, les dispositifs sont tout de même assez complexes et avec des méthodes de financement multiples. C'est lié aussi au fait que vous êtes en recherche de moyens pour pouvoir accomplir vos missions. Et prédominance budgétaire des programmes actifs par rapport à l'offre d'emploi généraliste. Alors ce tableau, ce sont les réponses que vous avez faites à la question 110 de l'enquête ANSEP. D'où viennent vos budgets? Et dans les réponses que vous avez faites, on voit très nettement que pour pas mal de pays, le principal des budgets vient de la mise en place des mesures de la politique active. Ça corrobore ce que vous expliquez, Jean-Paul, tout à l'heure. Pardon, ça vient des politiques actives. Non, ça va vers les politiques actives. Mais ça vient des programmes. Ça vient des programmes. Voilà. Alors, concernant l'investissement, alors les ressources humaines, on s'aperçoit aussi, notamment dans les dernières années, l'investissement important, quantitatif et qualitatif sur les ressources humaines. Dans ce tableau, c'est toujours l'enquête. Alors, comme nous avions fait une enquête en 2011 et une autre pour 2014, ça a permis de faire des comparaisons entre l'état de vos effectifs pour ceux qui avaient répondu à l'enquête 2011 et ceux qui ont répondu à l'enquête 2014. Et on s'aperçoit tout de même que, à part quelques exceptions, notamment chez les plus anciens, faut faire attention au pourcentage, c'est évident que des services de l'emploi plutôt jeunes, entre guillemets, je pense par exemple au Bénin ou au Togo, et les anciens, par exemple le Burkina Faso, l'évolution des effectifs, c'est normal, n'est pas tout à fait la même. Mais on se rend compte tout de même que là, il y a eu un effort important de la part de vos tutelles et de vos gouvernements, mais je suppose aussi parce que vous êtes allé plaider votre cause, que les effectifs ont augmenté de manière significative chez vous. Un renforcement des activités de développement des compétences, c'est ce que expliquait Jean-Paul aussi tout à l'heure. Vous ne vous êtes pas contenté d'obtenir des effectifs supplémentaires. Ça ne veut pas dire qu'ils sont suffisants. On a écrit ça nulle part, mais disons que ça vous a quand même apporté un bol d'oxygène.
vous avez aussi fait un investissement important sur les renforcements des capacités. Et ça, on le voit à tous les niveaux. Alors, bien entendu, il y a ce que vous avez fait sur le fonds de coopération avec l'AMCEP. Il y a le travail que fait le BIT sur la formation des cadres. Il y a toutes les activités que vous pouvez développer les uns les autres avec Pôle emploi pour la formation de vos équipes. Ça, il y a vraiment un investissement important sur la professionnalisation des équipes. On le constate tout de même, l'écart entre les besoins des populations et les moyens humains d'intervention reste encore l'un des plus importants du monde. Vous allez trouver des tableaux qui font des rapports entre les moyens humains dont vous disposez, rapportés au nombre de chômeurs au sens du BIT et rapportés à votre population active. Et donc, et troisième trait, non seulement insuffisance des moyens, mais aussi vous avez proportionnellement et comparativement à d'autres SPE, notamment des régions industrialisées, vous avez globalement plus de tâches administratives à vous occuper que dans d'autres pays. Alors, les alternatives liées à la répartition des ressources humaines. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Nous sommes efforcés de croiser deux critères. Vos effectifs et notamment le nombre de conseillers que vous avez sur le terrain. Ça, c'est une des réponses à l'enquête AMCEP. Et le nombre d'agences locales que vous avez. Est-ce que vous avez beaucoup d'effectifs? Est-ce que vous avez beaucoup d'agences locales, peu d'effectifs, etc. Et là, je vais aller directement au graphique. On a dégagé 4 situations types. Alors, vous avez en ordonnée, c'est le nombre d'implantations, le nombre d'agences locales. Par exemple, le premier que vous voyez en bas, l'AIP, ils sont pas là, donc je vais pas prendre ça, mais je vais prendre la CFPE puisqu'ils sont là. Si j'ai bien compris, sur votre site, vous avez 5 agences locales, et on a aussi le chiffre du nombre d'agents. Alors, du nombre d'agents moyens dans une agence. Et on s'aperçoit qu'on a 4 types de configurations. Des configurations où vous avez peu d'agents et peu d'implantations. Des configurations où vous avez davantage d'agents, par exemple le Gabon ou l'ANAPEJ en Mauritanie, mais pas beaucoup d'implantations. Par exemple en Mauritanie, vous en avez 2, d'accord? Nous avons aussi des situations où c'est le cas, par exemple, de l'ONEM, c'est le cas de l'ANPE du Bénin ou du Togo, où vous avez un nombre supérieur à 10 implantations dans votre pays, mais dans ces implantations, en général, assez peu d'effectifs, puisque vous avez répartis, etc. Et puis enfin, des situations où on trouve, comme au Congo, comme au Burkina, en général, c'est sur les plus anciens, un nombre d'implantations supérieur à 10 et un nombre moyen d'agents dans vos agences également supérieur à 10. En fonction de ces configurations, vous voyez que vous n'êtes pas devant les mêmes alternatives. Dans un certain nombre de points, on le voit par exemple dans les réponses qui ont été faites. Bon, je prends l'exemple du Bénin parce que je l'ai sous les yeux, mais je sais que le Sénégal est aussi parti dans cette direction. Vous développez des partenariats d'implantation. Essayez de faire en sorte que vous ayez, vous les appelez les kiosques, vous les appelez les centres d'emploi, etc. On va chercher à s'allier avec des partenaires. Dans d'autres cas, on va aller plutôt vers des prestataires. Voilà. Constat, réglementation générale. J'y vais. Voilà, on va terminer là-dessus. Alors, ce que vous disiez, Jean-Paul, tout à l'heure, vous allez trouver 2 sortes de constats et de recommandations. Celles qui portent sur les domaines, par exemple, ça concerne les programmes, ça concerne les moyens, ça concerne les services. Et puis, on a fait aussi consacré à quelque chose qui est plus transversal et qui porte sur, principalement, vu sous l'angle du management de vos organisations. Et là, on a abordé les différents axes de management. En ce qui concerne le management de vos clients,
les rapports que vous avez à vos clients, les recommandations qu'on peut faire, c'est de continuer à élargir la gamme de prestations, de travailler sur la délocalisation des services et sur les géographiques, notamment les partenariats, et concernant les e-services. Ça, c'est les 3 domaines sur lesquels la relation avec vos clients évoluera. Concernant le management avec vos réseaux externes, les fameux partenariats, quand on voit comment vous avez évolué ces 10 dernières années en matière de partenariat, il y a de toute évidence des enseignements à tirer, des discussions, des débats. Alors, est-ce que ça peut se faire sous forme d'un atelier de l'AMCEP et de l'ACEP ou à un autre niveau? Mais c'est certain qu'aujourd'hui, vous avez vraiment du matériau pour discuter sur la mise en place et l'intérêt de vos partenariats. Et vous verrez que, notamment sur les partenariats, vous développez toutes sortes de partenariats. Vous avez des partenariats de proximité, me mettre plus près de mes usagers. Vous avez des partenariats, on trouve chez vous des partenariats d'amélioration de services. Comment avoir de meilleures prestations? Vers quel prestataire je vais aller chercher? Vous avez des partenariats d'échange d'expériences entre vous. Vous avez des partenariats d'innovation. On s'aperçoit que tout ça bouge beaucoup et personnellement, je trouverais intéressant que vous fassiez des échanges dans ce domaine. Management des équipes, management des ressources humaines, continuer à investir sur le renforcement de l'expertise des équipes. C'est pas très original, hein, ce que je vous dis là, mais à mon avis, c'est le fil sur lequel il faut tirer. Hein. C'est évident. Et d'ailleurs, à ce sujet, je me permets de souhaiter bonne chance au centre de formation que vous avez mis en place avec l'aide du fonds de coopération de l'AMCEP. Je suis convaincu que ça portera ses fruits. Management de la production. Alors là, c'est clair. Une priorité, vraiment une priorité, c'est l'informatisation. C'est vraiment une priorité absolue. Hein, si vous voulez élargir et améliorer la qualité de votre service. Et puis, enfin, et ça aussi, c'est très net. Vous savez, c'est vraiment intéressant de pouvoir jeter un regard sur les 10-15 dernières années de l'évolution des SPE. Vous verrez, c'est extrêmement passionnant. C'est une évolution aussi vers le management stratégique. Vous entrez dans les politiques nationales de l'emploi. La plupart d'entre vous mettent en place des plans de développement stratégique, opérationnel, à moyen terme, vous pouvez les appeler, différentes dénominations, mais on réfléchit où on va. Hein, on se donne des objectifs cibles, on essaie de voir la cohérence avec les politiques de l'emploi. On essaie de le voir comme ils l'ont fait, par exemple, au Burkina Faso aussi, sur la pertinence et l'utilisation des dépenses, comment les rentabiliser, etc. Voilà. Jean-Paul, voilà. Oui, alors, j'ai oublié de dire une chose quand même, c'est que cette étude est réalisée dans le cadre d'un programme du BIT qui s'appelle le programme Appui à la promotion de l'emploi et réduction de la pauvreté, APERP, que un bon nombre d'entre vous connaissez bien, et qui est financé par la France. Et donc, il est réalisé dans le cadre de la deuxième phase de ce projet qui se termine à la fin de l'année. Donc, les ressources sont disponibles. Donc, il faut absolument que la publication intervienne avant la fin de cette année. Donc là, on va vous remettre les copies électroniques de l'étude. J'insiste sur le fait que c'est une étude qui est encore en évolution. J'étais en train de la relire. Bon, il y a un certain nombre de coquilles qui subsistent. Mais ça, c'est un peu mineur. En revanche, il y a encore des aspects qu'on doit bouger. Je pense par exemple que sur la partie économique-sociale, qui n'est pas le cœur d'étude, il y a des possibilités de réduire un peu, parce qu'on est déjà à combien 150, probablement 200 pages en termes de... Donc c'est beaucoup. Il faut pouvoir réduire un petit peu cette partie-là. Je regarde sur la partie observatoire, il y a aussi, je voudrais faire des rajouts, il y a pas mal de choses à faire. Il y a il faut qu'on réorganise un peu tout ce qui est sur la partie historique. Bah, je vous dis ça parce que il y a du travail encore qui est à faire et qui sera, nous l'espérons, nourri aussi de vos contributions. Et en revanche, il y a deux parties qui me semblent ne pas pouvoir bouger beaucoup, enfin 3 aujourd'hui, c'est ce qui concerne les services, les politiques actives, sauf si vous nous donnez, et on l'espère, des éléments d'information, et la partie financement est assez bien structurée, donc tout ça me semble quelque chose de relativement quand même abouti à ce stade, même si des compléments doivent être faits et des modifications effectuées.
Deuxième remarque, il faudrait que, je sais que c'est court, mais on va vous remettre le document par copie électronique aujourd'hui. Il faudrait que vous nous fassiez parvenir vos observations, vous mobilisez quelqu'un de chez vous pour le faire avant le 2 octobre. On vous donne 15 jours. Je sais que c'est peu, mais regardez, parce que nous ne voulons pas, parce qu'une fois que ce sera publié, si vous voulez, vous ne pourrez pas nous dire mais c'est faux ce que vous avez dit sur le SPE, sur le SPE que je gère, etc. Ça sera publié. Donc, il faut absolument que vous mettiez quelqu'un là-dessus pour que il passe en revue le document. Et c'est pas la peine d'aller sur les aspects économiques, etc. Vous allez droit au but. Vous regardez services, vous regardez politique active, vous regardez budget. Et là, vous nous nourrissez. Vous nous dites ce qui est modifié. Simplement, d'ailleurs, sur le plan pratique, si vous permettez une suggestion, n'attendez pas d'avoir tout lu pour envoyer tout. Voilà. C'est comme ça vient. Vous voyez que on a fait une erreur à tel endroit, on a oublié telle et telle chose. Vous avez nos mails, vous envoyez un mail tout de suite, alerte, de façon à ce que on puisse intégrer ça tout de suite. Si vous attendez et que vous allez jusqu'au bout, d'abord, c'est un document qui fait quand même plus de 150 pages. Parce que on devrait avoir une version définitive 31 octobre, parce qu'ensuite, il faut que, pour que ce soit une publication du BIT, il faut que on procède à il y a une revue qui est faite par deux personnes, l'une étant généralement du département qui produit l'étude au sein du BIT, et une autre étant extérieure à ce département. Il y a ensuite un temps d'editing, le document est revu, mis en forme, etc. Tout ça prend énormément de temps. Donc si on veut tenir les délais, et si vous voulez que les informations qui vous concernent soient le plus exactes possible, il faut évidemment que vous fassiez ce petit effort sur une période donnée pour nous faire parvenir les informations. Voilà, on arrête là pour le moment et puis on est ouvert à la discussion. Merci. Simplement une précision, Christine va vous remettre, elle remet une clé par pays. C'est soit au DG, soit à son représentant. C'est le DG qui, après avoir lu et consulté ça, va décider à qui il en répartit, etc. D'où le fait qu'on ne donne dans un premier temps qu'une clé, de façon à ce que ce soit le DG qui ait la clé, si je puis dire, et qui décide de ce qu'il va en faire.